Les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast La Soquette Légère. Je suis ravi de vous retrouver au sein des studios Luna Rossa. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter et pour cela on vous remercie chaleureusement. Alors pourquoi je dis on ? Parce que bien évidemment, je suis chaudement accompagné par Valentine. Salut Valentine. Bonsoir. Notre invité du jour, on accueille un personnage clé du cyclisme français. Il sait tout faire, il roule, il manage une équipe, il entreprend, il commente, il fait des blagues, il gagne. Mais il fait également beaucoup de deuxième place. Steve Chenel est avec nous pour ce podcast. Salut Steve. Salut Brice, salut Valentine, ravi d'être avec vous ce soir. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, on y tenait fortement, donc mets-toi à l'aise. Bienvenue dans cette émission, dans ce podcast. Au programme de cette émission, on va évidemment plonger au cœur du cyclocross, au travers de sa structuration et de son fonctionnement. Il y a de quoi dire. Tu vas avoir, c'est une discipline, il y a vraiment moyen de l'améliorer, de faire grandir la chose. Et comme tu m'as présenté tout à l'heure, j'ai cru que tu allais dire le couteau suisse, Chenel. Effectivement, je suis un vrai couteau suisse, mais ma priorité, c'est évidemment le cyclocross. Couteau suisse, et évidemment, on est ravis d'accueillir un ancien champion de France de cyclocross. On se rappelle de cette fameuse épreuve en 2018. On était devant notre télé. Moi, j'en garde un petit peu des frissons parce que c'était une victoire qui me faisait énormément plaisir de voir tes larmes après l'arrivée. Donc, on en garde tous des très bons souvenirs. Et du coup, vu qu'on va parler évidemment de cyclocross et que tu as démarré tambour battant, Steve, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un topo complet sur ton équipe, donc le team Chazal Canyon 3G IMO, Ouais. depuis 2019. Un petit peu son statut, son organigramme, le staff, les coureurs, les courses auxquelles vous participez, voilà, pour qu'on soit très précis. Alors ça peut être très long, mais c'est vrai que l'aventure a commencé il y a 5 ans. Tout de suite après ma carrière professionnelle, j'ai décidé de prendre les choses en main et de créer cette structure qui n'existait pas à l'époque en France, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque, ça existe depuis une bonne vingtaine d'années, des vraies équipes qui se sont structurées et qui sont au top niveau mondial pour amener les coureurs dans les meilleures dispositions. Et je me suis dit, bon, on va le faire, on n'est pas plus con que les autres. Et à l'époque, avec mon ex-femme, c'est vrai qu'on s'est dit, on le fait pour nous dans un premier temps. Et ensuite, l'idée, ce sera d'être dans la transmission avec les jeunes, de pouvoir leur apporter ce que moi, malheureusement, je n'ai pas eu lorsque j'étais plus jeune. Et très rapidement, on a été débordé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la Fédération internationale, l'UCI, a pris les choses en main, a créé les teams UCI. Donc, ça fait seulement 3 ans que ça existe. Nous, on est arrivé donc au bon moment. Au niveau fédéral également, la FFC a décidé de bien nous pousser, de nous aider administrativement, justement à nous structurer en termes de réglementation et pas mal de choses. Et désormais, c'est une vraie petite entreprise, comme me dit mon père, à chaque fois qu'il vient boire le café à la baraque, c'est comment va ta petite entreprise. C'est pas du tout une entreprise parce qu'on est encore tous bénévoles dans la structure. On est là par passion, par envie. Mais clairement, on est dans l'objectif d'être professionnel d'ici 2-3 ans. Donc je pense qu'au bout de 7 ans d'existence, si j'y arrive pas, c'est que je me serais planté et que c'était pas le bon moment et que c'est que j'ai pas su concrètement développer la chose. Donc il me reste encore 2 ans et demi à bloc à travailler pour justement mettre cette équipe sur le plus haut du gratin mondial en termes de catégorie de licence. Donc pour ça, c'est trouver du budget. Et 2 ans et demi, ça tombe bien. C'est à peu près le temps qu'il me reste à faire en tant qu'athlète de haut niveau. Donc le jour où j'arrête, c'est pour manager cette équipe et que tout le monde puisse être payé et vivre du cyclocross. Ouais. Alors on reviendra, Valentine notamment reviendra un petit peu sur les axes de progression de l'équipe Chazal Canyon 3G IMO pour les saisons qui arrivent. Juste rapidement, l'organigramme de l'équipe, qui est présent, comment ça se compose, qui sont ces personnes ? Alors, pour la partie administrative, parce qu'il ne faut pas se voiler, c'est vraiment une partie administrative. Le manager cette année, c'était mon petit frère, c'était Raymond Chenel. Ensuite, on avait la trésorière secrétaire qui était ma sœur, Pauline Chenel. Ensuite, on avait un médecin qui est le docteur Renaud à Remiremont. On avait un kiné à plein temps également, c'est Julien Michaud. On avait un service mécanique avec des personnes extérieures qui venaient nous donner un coup de main, qui étaient des purs bénévoles. Donc là, on est dans l'obligation de trouver quelqu'un qui justement devra prendre ce rôle encore plus au sérieux, voire même se dégager encore plus de temps pour gérer le camion atelier et le matériel. Après tout ça, c'était la période de 2020, mais là en 2021, on va avoir un nouveau manager qui sera Rodolphe Beyer, donc qui est le patron de chez Canyon France, qui va driver tout cela. Ensuite, il y aura mon petit frère qui sera le directeur sportif de cette équipe. Et puis ensuite, j'ai envie de dire le président de cette association, même si on ne peut pas parler vraiment de présidence
autre qu'un manager, puisque ce sera Rodolphe. Moi, je serai le président de l'association Loi 1901, parce qu'il y a quand même un club support, et moi, je serai ce président-là. Donc maintenant, on est tous sur le même bateau, avec la même envie de monter cette structure au plus haut niveau. Donc pour ça, il faut avoir des gens à côté. Parce que là, je t'ai parlé vraiment des gens qui ont un rôle sur le papier, mais il y a plein de gens extérieurs qui viennent nous donner un coup de main et qui ne sont pas forcément notés sur l'administratif et sur Internet en tant que... voilà, par exemple, le gars qui s'occupe du paddock, c'est mon père. Donc lui, il est responsable du camping-car et c'est lui qui met en place le paddock. Et voilà, il n'y a pas de responsable paddock sur Internet. Ça n'existe pas sur le planning. Sur LinkedIn, t'imagines responsable paddock Chanel Daniel. On pourrait l'inventer. Exact. Donc on parlait de l'équipe Chazal Canyon 3G IMO. Si je dis pas de bêtises, il y a également 2 autres équipes françaises qui sont labellisées UCI, le Bike Cross Team et le Team Podiocom CC. Ouais, c'est ça, c'est l'AS Bike qui est une équipe alsacienne, donc basée juste à côté de la maison. Donc c'est Guillaume Hanois qui s'en occupe. C'est une équipe toute neuve qui a 2 ans et qui vient vraiment avec de très bonnes idées. Et puis effectivement le Team Podiocom de mon ami Dominique Pesard, voilà, qui est dans le cyclocross depuis plus de 20 ans, même plus de 30 ans. C'est un vrai amoureux de la discipline. Et quand on a monté notre équipe UCI il y a 3 ans, j'avais dit que l'idée, c'était pas d'être les numéros 1, d'être les meilleurs, c'était d'inciter, en faisant ça, d'autres équipes à se monter. Parce qu'on sait très bien que l'offre et la demande, même dans le sport et dans ce genre de situation, c'est ce qui fait avancer les choses. Et plus on pouvait avoir d'offres, donc offrir des possibilités aux jeunes, ce serait top, parce que moi, je peux pas prendre 40 gamins dans l'équipe. Donc le fait qu'il y en ait 3, c'est bien. Je crois qu'il y a une autre équipe qui veut se structurer pour 2021. Mais l'idée, ce serait d'être autour de 5-6 équipes, ce serait super. Donc maintenant, il faut se cracher dans les pognes, comme on dit, et puis voilà, aller chercher des partenaires, des coureurs, du monde pour y arriver. C'est pas facile, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment la discipline et qui ont envie de le faire. Alors justement, Steve, pour la saison 2020-2021, comment on construit, on fait progresser son équipe Team Chazal Canyon 3G IMO? On va chercher des sous, Valentine. Ouais. C'est le nerf de la guerre. C'est vrai qu'après 5 ans d'existence, aujourd'hui, clairement, c'est ça. C'est uniquement trouver des financements. On est arrivé au bout d'une chose où ce qui va nous faire progresser, c'est l'argent. Pendant 5 ans, j'ai dit, mais vous savez, il n'y a pas que l'argent qui va nous faire progresser. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'idées, que ce soit dans la structuration, dans l'administratif, dans la gestion sportive, sur plein de choses. Aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un cycle, j'ai envie de dire, et ce qui va nous faire avancer, ce qui va nous faire progresser et ce qui va nous faire passer une énorme marche, c'est d'aller chercher un financement plus important. Donc après, c'est compliqué de dire que c'est uniquement l'argent qui va nous faire avancer. Il y a encore des idées, il y a plein de choses à mettre en place, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire plus si on n'a pas plus de moyens, ça c'est sûr. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la discipline cyclocross, comment elle se positionne aujourd'hui dans la Fédé ? Alors, comme ce n'est pas une discipline olympique, clairement, la fédération n'a pas l'envie ni la nécessité de développer cette discipline. Ça reste comme, j'ai envie de dire, comme la DH, la descente en VTT. C'est un sport très spectaculaire. Il y a énormément de pratiquants, mais la Fédé ne met pas beaucoup de moyens parce qu'il n'y a pas de médaille olympique à aller chercher. Il faut savoir que les collectivités territoriales, voire même les aides de l'État, pour notre propre fédération, c'est en fonction du nombre de médailles olympiques. On peut avoir 10 champions du monde en cyclocross, on n'aura jamais les mêmes aides que la piste, le BMX, la route ou le VTT cross-country. Donc clairement, la fédération ne nous aide pas, mais pour autant, elle ne nous met pas de bâton dans les roues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une équipe de France qui est belle, qui fait plaisir à voir. On a des vraies possibilités de percer au niveau international en équipe de France avec les gamins. Mais c'est un petit peu comme nous, hein. Ils sont au bout du bout parce que les budgets ne leur permettent pas d'aller faire des stages en Espagne au mois de décembre quand il fait moins 10 chez nous. Bah non, les meilleurs Belges, ils sont en Espagne. C'est pas du luxe d'aller rouler sous 15 degrés pour pas tomber malade, se faire masser tous les jours. Donc la Fédé, clairement, c'est pas intéressant pour eux. Mais comme je l'ai dit et je le répète, c'est important de le dire parce qu'il y a 4 ans, j'avais vraiment critiqué en disant qu'ils nous aident pas. Et j'avais dit à ce moment-là aussi qu'ils nous mettaient des bâtons dans les roues, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et tant mieux. Ça veut dire que demain, ça s'annonce bien. Normalement, oui, parce qu'en plus, on a la chance que l'équipe TV, par exemple, diffuse les Coupes du Monde. Il y a un vrai engouement autour de la discipline parce que c'est une discipline assez télégénique, tu vois. Donc forcément, les sponsors s'intéressent. Et quand il y a de l'argent à aller chercher, forcément, il y a des diffuseurs. S'il y a des diffuseurs, il y a de l'image à faire et ça peut être intéressant d'aller chercher des licenciés par-ci, par-là.
pense très honnêtement qu'on est dans le vrai, d'autant plus, même si c'est terrible de parler de ça, aujourd'hui c'est compliqué de laisser sortir ces gamins sur la route. Il y a de plus en plus d'accidents, le cyclisme sur route c'est un sport dangereux, il y a de moins en moins de tolérance avec la cohabitation avec les automobilistes, donc les parents pour j'ai envie de dire calmer les gamins et les cadrer, on préfère les envoyer soit sur une piste de BMX, soit sur un vélodrome, soit en cyclocross. Ça tombe bien, l'hiver, il n'y a que ça qui est disponible pour faire du vélo. Donc oui, je pense que tu as raison. Personnellement, je pense qu'on est plutôt dans le vrai et qu'il y a un vrai avenir à écrire. Et Steve, dans une interview accordée à nos collègues de Direct Vélo, tu disais, je cite, concernant le sportif, « Il y a un renouveau, je pense que les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de mettre Chanel dehors. » Oui, mais bien sûr, et qu'ils mettent dehors, mais qu'ils essayent. Et c'est exactement l'état d'esprit qu'on recherche. Et lorsque j'étais jeune, j'avais les dents longues, j'avais qu'une envie, c'était de foutre les vieux dehors. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que je fais partie des vieux, j'ai 36 ans. Mais comme quand moi je me faisais battre par un vieux, j'étais énervé. Je me dis, mais il marche encore, ce vieux crouton là. Donc ouais, qu'ils me mettent dehors. Et ça montrera que justement, il y a du niveau. Et moi, je vais leur mettre un maximum de bâtons dans les roues pour justement qu'ils qu'ils sortent de leur zone de confort et qu'ils progressent au niveau international. Je suis 24e mondial, je suis numéro 1 français. Antoine Benoît, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils prennent ma place, mais qu'ils prennent ma place pas pour être 24e, mais qu'ils prennent ma place pour être dans le top 15, voire le top 10. Mais évidemment, qu'il faut avoir les dents longues et j'ai pas peur de dire que s'ils viennent me frotter, moi aussi je vais encore plus les frotter, ces gamins-là, pour leur montrer que c'est pas une partie de plaisir d'arriver au très haut niveau. Tu parlais d'Antoine Benoît, comment ça s'est fait le transfert entre ton équipe et du coup l'équipe de Mathieu Van Der Poel qui l'a rejoint cette saison ? Antoine, on l'a eu pendant 2 ans dans l'équipe, on l'a pris à la sortie des juniors. J'avais eu très rapidement un feeling avec lui, un feeling autre que le feeling sportif, parce que bien souvent, pour qu'un sportif, pour que ça matche avec la direction, il faut qu'il y ait des atomes crochus. Et moi, j'ai vraiment eu un super atome crochu avec Antoine. C'est un gamin qui me plaisait. Donc forcément, quand on lui a proposé de l'aider en termes de matériel, de déplacement financier également, il a très vite signé. Et après, nous, on est arrivés... au mois de mai l'année dernière, Antoine ne me donnait pas de nouvelles. Je me doutais bien qu'il était en contact avec d'autres équipes. Lorsqu'on termine 3e des championnats du monde, 3e des championnats d'Europe, champion de France espoir, on est obligé d'avoir des propositions, et des propositions bien plus alléchantes que celles du Team Chazal Canyon 3 GMO. Je ne pouvais pas lui proposer de salaire. Aujourd'hui, il a un salaire. Je ne pouvais pas lui proposer un programme de route. Aujourd'hui, il va découvrir les plus grandes courses du calendrier international, peut-être les plus belles classiques comme Paris-Roubaix. Et puis, courir aux côtés de Mathieu Van Der Poel, comme j'ai dit, ça a une autre gueule encore que courir aux côtés de Chanel. Donc, on ne pouvait pas s'aligner, ce n'était pas possible. Maintenant, ce serait un vrai bonheur d'avoir un gros budget qui me permette d'au moins lui proposer un salaire et d'au moins lui proposer un programme de route qui soit similaire à la Corendon Circuit, enfin à la Alpecin Phoenix, nouvelle appellation, oui. Exactement. Donc voilà, l'idée c'est ça. Steve, pour continuer, je vais t'énoncer 3 idées reçues et c'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement. Voici la rubrique Le vrai du faux, autrement dit en allemand, richtig oder falsch. Le vrai du faux. Je sais pas du tout pourquoi j'ai parlé allemand. Vrai ou faux, Steve, l'émergence du gravel est une aubaine pour mettre en avant la pratique du cyclocross? C'est une très très bonne question. J'ai envie de dire faux quand même, parce que c'est quand même 2 disciplines totalement différentes, pratiquées par un milieu différent et par les personnes différentes. Ce qui est compliqué avec le cyclocross et avec le gravel, c'est que le cyclocross, c'est vrai qu'on ne peut pas faire du cyclocross pour s'amuser. On ne peut pas dire entre potes, oh, on va se faire un petit cyclocross, tiens, jeudi après-midi. Non, c'est sur un vrai parcours tracé, avec une vraie réglementation particulière, alors que le gravel, tout le monde peut en faire. Alors, la seule chose qui rapproche le gravel du cyclocross, c'est le matériel, c'est les vélos qui se ressemblent et avec lesquels on peut faire les deux. Mais de là à dire que ça va nous faire du bien à la discipline, non, je pense pas. Vrai ou faux, Steve, en termes de développement, la Belgique et les Pays-Bas ont 10 ans d'avance sur le cyclocross en France. Une bonne dizaine d'années, oui, ça c'est sûr. Effectivement, après l'écart est en train de se combler. Je pense très honnêtement que dans les années 2000, il y avait un écart qui était d'une bonne vingtaine d'années. On était à des années-lumière de ce qu'ils faisaient en termes de retombées financières, en termes de retombées publicitaires, en termes d'organisation, de spectacle également autour de l'épreuve. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas jalousé les Belges, mais qui se sont plutôt dit mais c'est comme eux qu'il faut faire. Parce que quand on jalouse, en général, on a envie de détruire la personne en face ou les choses en face en disant que c'est de la merde ce qu'ils font. Mais non, c'est pas de la merde qu'ils font, bien au contraire, c'est quelque chose de grand et il faut essayer de les copier. Et
Je pense sincèrement que nous, au sein du team, on ne veut pas révolutionner la pratique du cyclocross. On veut faire ce qu'ont fait les Belges dans les années 2000 et le faire à notre sauce, avec évidemment peut-être un peu plus de modernisme et puis à la sauce française. Mais il faut essayer de les imiter et de les copier, oui. Et enfin, vrai ou faux, à ce jour, il est difficile de gagner sa vie et d'être coureur de cyclocross uniquement. En France, oui, c'est impossible, clairement, mis à part Antoine Benoît, mais qui est dans une équipe belge. Donc, non, si on veut vivre du cyclocross, il faut s'expatrier aujourd'hui en Belgique et aux Pays-Bas. D'ailleurs, la seule championne du monde de cette année, Marion Norbert-Riberol, est licenciée dans une équipe belge. Donc, j'espère pour elle qu'elle va décrocher un contrat qui lui permette de vivre de sa passion. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, non, si on veut vivre vraiment du truc, avoir un vrai contrat et quelque chose qui nous permet au moins de louer un appartement et de s'acheter à bouffer, parce que donner 300 balles ou 400 balles, une petite aide comme ça, ça peut se faire, mais c'est totalement précaire. Donc non, il y a uniquement à l'étranger aujourd'hui qu'on peut le faire. Mais évidemment, c'est l'un de mes chevals de bataille, c'est de me bagarrer pour trouver des budgets pour justement ça. Quand on veut être professionnel à 100%, on doit pouvoir proposer au minimum un SMIC pour que le coureur soit serein et puisse s'acheter sa bouffe et vivre, j'ai envie de dire, avec sa copine tranquillement, sans être chez papa-maman, et voilà quoi. Vous êtes toujours dans le podcast La Soquette Légère avec notre invité, l'homme d'affaires du cyclocross, Steve Chenel. Comment est-ce que tu peux expliquer que certaines équipes, et World Tour notamment, ont du mal à laisser leurs coureurs faire la saison de cyclocross en hiver ? La saison route, aujourd'hui, elle démarre mi-janvier et elle se termine début novembre. Donc en gros, les coureurs, ils ont fin novembre et décembre pour se reposer, quand on sait que c'est en général dans ces périodes de l'année qu'on reçoit le nouveau matériel pour l'année suivante, qu'on a des stages à faire, des photos, cartes postales pour la communication, etc. Je pense que le calendrier est fait pour ne pas laisser trop de place au cyclocross. Et c'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle les équipes ne laissent pas les coureurs mi-septembre tranquilles jusque fin janvier. Il y a trop à perdre, il y a trop de choses à faire et il y a trop de déconcentration, j'imagine, pour la saison route. C'est pas une bonne chose ce qu'a fait l'UCI d'élargir le planning route en commençant dès janvier en Argentine, en Colombie. Alors bien sûr, on a besoin d'internationaliser la route, c'est important d'aller sur tous les territoires, mais aujourd'hui on se rend compte qu'en faisant ça, il y a même des routiers, et je défends pas que la paroisse du cyclocross, qui ne font plus de pistes non plus. C'est très compliqué de gérer parce que l'hiver, on a envie de faire de la piste. Bah oui, mais Coco, il y a le Tour de Lombardie qui se termine mi-octobre, donc non, tu vas pas à la Coupe du Monde, etc., etc. Et comme ils sont payés par des équipes de route, on leur demande d'être présents un maximum de temps sur la route. Donc évidemment, c'est compliqué et je pense malheureusement qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a trop d'équipes qui sont maintenant spécialisées. Et pour moi, l'équipe qui est tombée pile dans le mille, et je pense qu'on devrait les copier, c'est la Alpecin Phoenix. Mathieu Van Der Poel montre bien qu'on peut faire les deux. Et l'équipe est présente 12 mois sur 12. Aujourd'hui, les autres équipes sont présentes que 10 mois et demi sur 12. Il y a encore un mois et demi à aller chercher. Du coup, Steve, tu as un petit peu devancé ma prochaine question en évoquant la piste. Est-ce que les équipes World Tour ou même les équipes cyclistes sur route professionnelles n'ont pas un petit peu plus de souplesse et de largesse à laisser leurs coureurs évoluer sur la piste ? On pense notamment à Brian Cocard, Elia Viviani, Benjamin Thomas, Mark Cavendish. Peut-être un petit peu parce qu'il y a des médailles olympiques à aller chercher aussi. Il ne faut pas se voiler. Si Benjamin Thomas devient champion olympique de l'Omnium ou de l'américaine cette année à Tokyo, c'est quand même une belle vitrine pour la Groupama FDJ, tout comme la formation Cofidis avec Elia Viviani et autres. Après, la piste, c'est vrai que ça permet aussi un travail du coup de pédale tout en souplesse. C'est moins dangereux aussi que le cyclocross. On sait que on va dire que s'il y a une chute en cyclocross, on se fait peut-être plus mal que sur la piste. On essaye de tout calculer. Maintenant, c'est aussi aux coureurs à un moment donné de s'imposer, de dire moi je veux faire du cross, c'est comme ça que j'ai envie de faire pour me préparer. Et ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que sur les classiques, ceux qui marchent, c'est des mecs qui viennent du cyclocross. C'est pas des mecs de la piste ou du BMX ou autre chose. Peter Sagan vient du cyclocross, Zdenek Štibar vient du cyclocross, c'est la même pour Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Donc on peut faire les deux, et je pense que si ces coureurs restent dans la discipline du cyclocross, ils vont faire un bien fou, et ça va peut-être inciter les équipes cyclistes professionnelles sur route d'avoir des crossman. Alors Steve, tu nous as parlé de ton équipe de cyclocross Team Chazal Canyon 3G IMO. Ouais. On va prendre un peu le temps de s'intéresser à toi et ta personnalité avec quelques questions. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande satisfaction ? Ma plus grande satisfaction, c'est quand même mes enfants. C'est vrai qu'on me parle souvent de ta plus belle victoire ou du plus beau moment de ta vie, mais
moi, le moment le plus émouvant de toute ma vie, c'est la naissance de mes enfants. Et ma plus grande satisfaction, c'est de voir qu'aujourd'hui, 11 ans et 9 ans, d'ailleurs bientôt 12 même, des enfants, on m'a jamais dit du mal d'eux, on m'a jamais dit qu'ils étaient impolis ou je pense leur donner la meilleure éducation qui soit. Après, bien sûr, je pense faire des fausses notes, mais non, c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Le sport, en fait, c'est un vecteur de partage de plein de choses et j'éduque mes enfants à travers le sport, mais c'est eux ma priorité et c'est avec eux que je grandis. Et aujourd'hui, j'ai un œil très averti et, sur l'éducation que je dois donner à mes enfants. Et ça, c'est grâce à mon passé aussi de sportif et à toutes les, entre guillemets, les coups durs que j'ai pu recevoir dans ma carrière de sportif. Et à l'opposé, quelle est ta plus grande déception? Ma plus grande déception, c'est comme je l'ai dit, je pense c'est de ne pas avoir eu cette maturité d'homme. Mais ouais, j'aurais aimé être plus mature peut-être durant ma carrière. Parce que clairement, je n'étais pas fait pour ce métier, parce que je n'avais pas la mentalité pour ça à ce moment-là. J'étais pas prêt tout simplement. Et aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est à 36 ans que je m'entraîne le plus professionnellement possible. Alors que c'est quand j'avais un salaire et que j'étais payé pour ça qu'il fallait que je sois le plus professionnel possible. Donc c'est pas vraiment une déception, c'est juste un petit remords, un petit regret. Mais très honnêtement, c'est derrière moi tout ça. Quand tu as une journée complètement libre, tu fais quoi? Quand je suis complètement libre et que j'ai pas mes enfants, clairement, je fous rien. Ou alors j'entretiens la maison parce que j'habite dans les Vosges et j'ai pas mal d'espace. Donc il y a un petit peu de tonte à faire. Il y a toujours 2-3 conneries à s'occuper autour de la maison. Et enfin, est-ce que tu peux nous dire la personnalité qui t'inspire au quotidien? J'ai personne vraiment qui me donne des idées. Après, j'ai un grand respect quand même pour mes parents, pour mon père quand même. Parce que c'est lui qui m'a inculqué, je pense, les bonnes valeurs. Les valeurs de travail, on n'a rien sans rien. C'est le matin qu'on gagne sa vie. C'est remet les pieds sur terre. C'est toutes des choses que mon père m'a toujours dit petit. Mon père, je ne l'ai jamais vu se prendre la tête avec quelqu'un et je ne me suis jamais pris la tête avec quelqu'un. J'ai jamais vu mon père se battre, je ne me suis jamais battu. J'ai jamais vu mon père être impoli, je ne pense pas être quelqu'un d'impoli. Donc finalement, à sa façon, il a réussi à me façonner et j'ai envie de dire, si j'ai envie plus tard d'être à son âge, à 60 ans, j'aimerais être comme mon père. Ouais. Donc c'est lui qui me donne cette envie d'avancer. C'est une très belle reconnaissance, Steve. Non, mais après, c'est vrai que j'ai jamais eu une seule reproche de mes parents. Ils m'ont toujours soutenu, toujours dans le positivisme. Il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Et forcément, aujourd'hui, je suis comme ça et c'est grâce à eux. On approche petit à petit de la fin du podcast La Soquette Légère, mais avant ça, Steve, j'ai 3 chiffres clés, alors qui sont plus ou moins intéressants, qui posent les bases du cyclocross. Ok, vas-y. Steve, si je te dis la date 1950, qu'est-ce que ça évoque? Je crois que c'est le premier titre d'un Français, non? Si je me trompe pas. Alors, c'est l'organisation en France du premier championnat du monde de cyclocross. Ah, premier championnat du monde, ok. Et c'était où? C'est une très bonne question. À Paris. La colle. Alors, c'était en France, évidemment. C'était en France. Ok, 1950, premier championnat du monde en France, ok. Voilà, une très belle organisation. De mémoire, quand on y était, ouais, c'était une très belle organisation. Moi, sûr. j'étais surpris. Très beau tracé. Un beau spectacle. Oui, avec du beau public pour fêter la victoire de Jean Robic. Ah, c'était Robic. C'était Jean Robic. Ok, un Français en plus. Mais Exactement. je crois que dans les années entre 50 et 70, c'était une vraie discipline de Français. Il n'y avait pas Exactement. beaucoup de Belges, de Hollandais. Il y avait Robic, Dufresne, il me semble. Enfin, vraiment, tous les Français tu as tout à fait raison. Ouais. Exactement. C'était vraiment une discipline qui était en vogue en France avant d'être, dans les années qui suivent, dépassée un petit peu par le Benelux notamment. Et pourtant, je peux te dire qu'au niveau historique, je suis une brêle. Je m'intéresse absolument pas au passé, à l'histoire de mon sport, mais je sais que effectivement, Robic et Dufresne étaient les bons Français dans les vieilles années. Ouais. Voilà, donc tu étais pas loin du coche. Deuxième petit chiffre, Steve. Alors attention aux avis mal placés. Si je te dis 40 cm, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est la hauteur maximum des planches sur les circuits, effectivement. Les obstacles artificiels, c'est bien ça? Exactement. Et tu préfères les franchir à vélo ou à pied? Écoute, ça dépend vraiment comment ils sont placés sur le parcours. Après, c'est un élément assez spectaculaire et qu'il faut avoir dans son bagage technique. Moi, j'aime bien les passer en vélo parce que c'est fun et ça me permet C'est élégant. Voilà, c'est élégant. Très et puis élégant. ça me fait économiser quelques pulsations cardiaques. C'est aussi pour cela que des fois, en termes de temps, de chronomètre, on ne gagne pas de temps à passer en vélo. Et des gens à la télé disent « Oh, il ne gagne pas de temps, c'est nul, il prend des risques. » Oui, on prend des risques parce qu'on risque la chute, la crevaison. Mais par contre, on s'économise en termes de rythme cardiaque. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir absolument dans son bagage technique. Les cyclocrossman qu'on voit ne jamais franchir les planches hormis descendre de leur vélo, c'est quoi
quoi. C'est un bagage technique qui leur manque. Exactement, c'est tout à fait ça. Francis Mouret, par exemple, ne passait pas les planches. Donc, clairement, dans la conception des parcours, quand c'était des gens que je connaissais qui traçaient le parcours, je disais place des planches pour que moi je passe en vélo. C'était évidemment pour pénaliser mon Bien pote, sûr. mais mon adversaire Francis Mouret. Il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'on reprend la saison et qu'on retravaille le technique début septembre, ça fait aller depuis en gros mi-juillet qu'on a retravaillé ça. Le passage de planche maintenant est obligatoire parce que 40 cm c'est la hauteur maximum, mais les organisateurs les mettent un petit peu plus basses pour nous inciter encore plus à arriver avec encore plus de vitesse. Donc si on perd la vitesse parce qu'on ne sait pas les passer, c'est problématique. Donc il faut absolument savoir passer les planches maintenant. Et enfin, Steve, troisième chiffre, si je te dis 7000 litres. 7000 litres. Oui. C'est le nombre de litres de bière bu par un supporter belge durant la campagne hivernale, non? On est complètement dedans. Voilà. On est complètement dedans. C'est la moyenne, en tous les cas, de litres de bière consommés par le public belge lorsqu'un cyclocross se déroule en Belgique. Ouais, puis il y a des cyclocross, on peut facilement monter à 10-15 000 litres sans aucun problème. Je vous invite à venir voir une Coupe du Monde à Coxyde ou à Namur, voire même en France sur certaines grandes épreuves. Ça coule à flot. C'est ce qui fait le charme du cyclocross, cet engouement populaire avec la bière à la main. La grande kermesse du cyclocross. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent sur les courses, qui viennent pas forcément voir vraiment la course, ils viennent dans une ambiance. C'est un petit peu à l'image, j'ai envie de dire, d'un fan de sport américain qui ne connaîtrait rien au basket et qui va voir un match de NBA. Il va voir un match de NBA pour les pop-corn qui sont en vente, pour les shows des pom-pom girls, etc. Et aujourd'hui en Belgique, c'est ça. Le bière saucisse dans une ambiance festive, quoi. Exactement, bon enfant, pas de bagarre, comme dans certaines enceintes sportives malheureusement. Ouais. Donc c'est exactement ça, tu as tout compris. Steve Chenel, merci beaucoup d'être passé nous voir au sein des studios Luna Rossa. Et c'est toujours un plaisir de te croiser, même si on sait que ton emploi du temps est extrêmement chargé. Bonne chance pour la suite et pour le développement de cette formidable formation Team Chazal Canyon 3 GIMO qu'on suit beaucoup ici au sein de la Soquette Légère avec une forte attention. Et avant de se quitter, évidemment, la traditionnelle rubrique « Tu préfères » que je ne vais pas traduire en allemand ici. Tu préfères. Steve Chenel, très rapidement, un choix et pas d'argumentaire. En cyclocross, tu préfères l'épreuve de Coxyde ou l'épreuve de Nome? Il y a des jokers ou pas? Il n'y a pas de joker. Nommé. Tu préfères gagner au Japon ou gagner aux USA? Aux USA. Attention, c'est corsé. Tu préfères un Français champion de France dans ton équipe ou un Français champion du monde dans une équipe étrangère? Ah, champion de France dans mon équipe. Tu préfères le cyclocross comme discipline olympique ou une discipline plus reconnue en France? Je préférerais une discipline olympique. Et enfin, tu préfères le style Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel? Wout van Aert. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je connais et je pense qu'il a moins de talent. Il a moins de talent que Mathieu Van Der Poel. Et du coup, il compense avec beaucoup de travail, avec un caractère bien trempé mais super sympa. Et je le trouve tellement classieux sur le vélo. Après, ça se joue à pas grand-chose. Mais j'ai eu la chance de partager quelques entraînements avec Wout. Et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mathieu Van Der Poel également. Mais comme il est, comme en France, on aime bien ceux qui sont souvent battus. On a adoré Poulidor, on l'a idolâtré parce qu'il n'a jamais porté le maillot jaune. Wout est un petit peu moins fort que Van Der Poel, donc j'ai une préférence pour Wout van Aert. Sa blessure terrible du dernier Tour de France, comment il va? Il est 100% remis, tout va bien? Ça va très très bien, il a eu beaucoup de mal jusque début septembre, Ouais. beaucoup de musculation, de renforcement musculaire pour retrouver sa jambe à 100%. Et moi je pense que sur les prochaines épreuves sur route, il n'y aura aucun souci, aucune douleur. Il a retrouvé l'intégralité de ses mouvements, de sa force. Mais c'est un dur au mal et c'est un coureur qui sait exactement ce qu'il faut faire pour arriver à 100% de ses capacités physiques. Donc non, il a tout retrouvé. C'est vrai que l'année dernière, on a eu très très peur. Quand on a vu la jambe partir, accrochée. C'est des images terribles. Ouais, c'était terrible. J'ai pu échanger aussi un petit peu avec lui justement pour prendre des nouvelles. Et même lui a eu énormément de craintes quant à même son intégrité physique. Se demander même si un jour il allait pouvoir remarcher. Mais voilà, un sportif de haut niveau, en général, ça se reconstruit très vite. Et Quel mental, encore une fois.
Mille merci Steve pour le temps accordé et on se dit à la prochaine quand tu veux et quand tu peux, avec grand plaisir. Merci Valentine et je sens qu'on va te retrouver très vite dans les sous-bois cet hiver pour pratiquer le cyclocross. Complètement, surtout les bains de boue. Moi. Surtout pour boire la bière, non? Ah oui, les 7 litres de bière, ouais. Rendez-vous à Coxide pour ça. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre et de nous écouter, notamment au sein des studios Luna Rossa qui nous accueillent encore une fois. Et pas d'inquiétude, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut.